Bonjour à tous. Donc, effectivement, ma présentation a pour but de vous faire un focus sur la construction de la méthode label bas carbone pour l'élevage porcin, intégrée donc dans la politique nationale du bas carbone. Alors, cette politique en France, elle est totalement encadrée par la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, qui a été instaurée en 2015 en lien avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte, donc également adoptée en 2015. Cette stratégie, dans sa première version, a été révisée donc, sur la période 2018-2019 pour arriver à une version consolidée, la SNBC 2, en 2020, donc par décret en avril 2020. Et sachez qu'elle est déjà en cours de révision actuellement. Donc la SNBC, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est la feuille de route au niveau national pour définir les différentes actions qui vont être engagées pour lutter contre le réchauffement climatique, donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle a un objectif très important qui est celui d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, donc selon une trajectoire prospective définie. Elle définit également à court et moyen terme des paliers qu'on appelle des budgets carbone. Donc ce sont en fait des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. Donc ce sont des plafonds qui ont été définis sur des périodes de 5 ans. Donc là, on a 3 plafonds qui sont devant nous, donc sur la période 2019-2033. Ils ont déjà été révisés pour l'un dans le cadre de la SNBC2 parce que le plafond était dépassé. Bon, pour l'instant, les seuils semblent être au niveau national respectés. Et cette stratégie nationale bas carbone, elle intègre en fait 2 leviers d'action principaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'une part, l'augmentation de la part des quantités de carbone séquestrées, donc dans les puits de carbone, et puis bien sûr réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc dans la neutralité carbone, je vais essayer de vous mettre un curseur, pardon. En tout cas, voilà, pour atteindre cette neutralité carbone, l'idée, ça sera qu'en 2050, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre, les quantités de gaz à effet de serre émis, soient inférieures ou égales au maximum aux quantités de CO2 séquestrées. Alors évidemment, l'agriculture, elle contribue, comme d'autres domaines d'activité, aux émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. En 2019, elle représentait 19% de ces émissions totales. Et l'agriculture a, comme d'autres domaines, des objectifs à atteindre de réduction. Donc, à l'échéance 2030, c'est une baisse de 18% qui est attendue par rapport aux valeurs 2015. Et en 2050, ce sont des baisses de 46%. Et là, le graphique que vous avez sur la partie droite vous montre donc depuis l'année 90 jusqu'à 2050 les baisses d'émissions de gaz à effet de serre par secteur. Donc, le bleu, c'est le CO2 par gaz. Le bleu, c'est le CO2, le vert, c'est le protoxyde d'azote, N2O, et le rouge, c'est le CH4. Donc, vous voyez que l'objectif, c'est vraiment de baisser au maximum les émissions de CO2 liées notamment aux consommations d'énergie, et puis de diviser par 2 les émissions de protoxyde d'azote et de baisser aussi très fortement les émissions de CH4. Donc, effectivement, le centre de ma présentation, c'est de vous parler de la méthode label bas carbone. Et donc, le label bas carbone, il découle directement de cette stratégie nationale bas carbone. C'est une réponse du ministère de la Transition écologique. Donc, ce label, il a été créé fin 2018 par décret. On a un autre document aussi réglementaire qui est adossé à ce décret, c'est le référentiel national qui a été récemment modifié par arrêté du 11 février 2022. Donc l'objectif du label, c'est de promouvoir la transition écologique à l'échelle du territoire et hors cadre réglementaire. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place sur le territoire national une économie circulaire et vertueuse qui va mettre en lien d'une part des porteurs de projets qui souhaitent mettre en place des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui vont rechercher aussi des investissements pour les aider dans leurs projets. Et puis, donc, on met en lien aussi avec eux des financeurs qui peuvent être donc des entreprises, des collectivités, des associations qui vont financer, qui vont acheter des crédits carbone aussi pour compenser leurs émissions polluantes résiduelles. L'avantage du label bas carbone, c'est qu'il donne vraiment une garantie sur la qualité environnementale et socio-économique de ces projets. Donc l'acheteur, le financeur, il sait aussi ce qu'il achète et les émissions sont quantifiées selon des règles bien définies. Donc, évidemment, l'agriculture est concernée par le label bas carbone, mais il n'y a pas que l'agriculture. Ça concerne en fait tous les secteurs diffus d'émissions. Donc, on retrouvera aussi du label bas carbone pour la forêt, pour le transport, pour le logement. Il faut voir que le label bas carbone, en fait,
une démarche, c'est un label qui va certifier justement une démarche pour mettre en œuvre des actions qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc les actions, on le verra, elles vont être bien identifiées dans chaque méthode sectorielle. Mais en fait, le label, il ne garantit absolument pas le financement du projet. Vous allez au départ faire labelliser un projet, mais ensuite, vous allez devoir rechercher les financeurs. Et si, on le verra, les émissions sont validées, vous pourrez toucher le financement. Juste un petit focus aussi sur la notion de carbone, de compensation carbone volontaire. Donc là, on n'est pas du tout sur du réglementaire. Aujourd'hui, on a un système en Europe où des grandes entreprises sont soumises à des quotas carbone. Il y a des seuils d'émissions à ne pas dépasser. Donc là, on n'est pas dans ce cadre-là. On est vraiment dans la démarche du marché carbone volontaire qui permet donc à tous les acteurs d'acheter des crédits carbone. Un crédit carbone, c'est 1 tonne d'équivalent CO2 évité ou séquestré. Alors, on peut avoir des acheteurs qui sont contraints réglementairement, qui vont pouvoir acheter des crédits carbone, mais ces crédits carbone vont aller au-delà des quantités qu'ils sont censés compenser. Donc là, je vais vous faire un zoom sur déjà le processus de construction du label bas carbone et puis après quelques éléments concernant la méthode. Alors, le processus de construction, il faut le voir vraiment en 2 étapes. La première, c'est la construction de la méthode sectorielle. Si ensuite on veut mettre en place sur le terrain des projets label bas carbone pour le porc, il faudra impérativement avoir une méthode validée pour l'élevage porcin. Donc là, c'est la phase sur laquelle on travaille actuellement. Donc le promoteur de la méthode, c'est l'IFIP, qui a bénéficié pour ça d'un financement de l'INAPOR. Donc on a travaillé sur la période 2021 en partenariat donc, avec un comité de pilotage pour donc la construction de cette méthode qui a été déposée auprès du ministère en décembre 2021. Donc là, on est en phase d'échange avec le ministère pour ajuster le contenu de cette méthode, en tout cas les cadres. La méthode, en fait, c'est voilà, il faut le voir, c'est un rapport qui fait aujourd'hui 150 pages et qui sera consultable quand il sera validé. Et en fait, ce document, vous avez pour la première partie, c'est vraiment le cadre pour construire les projets, quel type de projet, quels sont les leviers. Et puis la dernière partie, eh bien, ce sont toutes les formules qui vous permettent de calculer ces émissions de gaz à effet de serre. Tout est sourcé, vous avez tous les paramètres. Donc, en fait, avec ce document, on peut vraiment suivre et quantifier l'ensemble des calculs et donc certifier les émissions de gaz à effet de serre calculées. Donc ça, c'est pour la première phase. L'IFIP met aussi en parallèle un outil de calcul qui vient compléter l'outil JIP, que certains connaissent peut-être déjà, qui est un outil d'évaluation environnementale déjà développé par l'IFIP. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de le mettre en adéquation avec la méthode label bas carbone. Donc la deuxième phase, une fois que cette méthode sectorielle est approuvée par le ministère, c'est de pouvoir développer sur le terrain des projets. Là, c'est juste 2 notions que j'aimerais que vous ayez en tête. Donc, le porteur de projet, ça peut être soit un projet individuel. Donc là, c'est l'exploitant qui dépose son projet et qui est en lien directement avec le ministère. Mais dans la grande majorité des cas, on va être sur des projets collectifs, c'est-à-dire qu'on va avoir une structure porteuse qui va rassembler tous les projets des éleveurs qu'elle va avoir en charge. Donc, ça peut être un groupement, ça peut être n'importe quelle structure. Et dans ce cas-là, l'interlocuteur avec le ministère, c'est plus l'éleveur lui-même, c'est un mandataire. Donc là, c'est aussi encadré dans le cadre d'un contrat. Et on peut avoir, et ce qui est le cas aujourd'hui, par exemple, pour l'élevage bovin avec Carbone Agri, en fait, plusieurs projets collectifs qui vont être associés, fédérés ensemble, qu'on va appeler peut-être des sous-projets, et pour en fait n'avoir qu'un projet. Vous avez peut-être déjà entendu, pour l'élevage bovin, on a 2 grands projets, mais qui couvrent un nombre d'éleveurs très important. Donc, c'est une notion à avoir en tête. Ensuite, le deuxième point, c'est la vie du projet. Un projet, il s'étend, dans le cadre du label bas carbone, sur 5 ans. Le début, c'est la première étape, ça va être la notification de l'intention de déposer un projet. Et c'est une date qui est importante parce que c'est à partir de là qu'on va comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Dans un deuxième temps, alors là aujourd'hui, soit dans un délai d'1 an maximum, mais il faut essayer de le faire le plus proche possible, l'éleveur ou le porteur de projet dépose un dossier de demande de labellisation. C'est-à-dire que là, pour chaque éleveur, on aura l'ensemble des leviers qui vont être actionnés dans le cadre de ce projet et donc mis en œuvre sur les 5 ans. Au bout des 5 ans, on va vérifier les réductions d'émissions. Donc là, c'est fait par un auditeur indépendant.
Et lorsque ces réductions d'émissions sont vérifiées par le ministère, eh bien à ce moment-là, elles peuvent être valorisées économiquement, bien sûr, dans l'hypothèse qu'on a bien trouvé son financeur. Le ministère de la Transition écologique, c'est lui qui s'occupe de la validation des méthodes sectorielles, mais depuis le début de l'année, ce sont maintenant les DREAL, via le préfet de région, qui vont valider, qui vont gérer toute cette phase de notification et de suivi du projet. Voilà simplement la composition du comité de pilotage avec lequel on a travaillé dans le cadre de la méthode. Je ne vais pas forcément balayer parce que je pense qu'on a beaucoup d'informations, mais on avait à la fois des coopératives, de l'industrie agroalimentaire, l'interprofession, et puis les organismes techniques et institutionnels. Donc là, maintenant, je vous fais un focus sur effectivement la méthode. Donc, comment on va réduire dans cette méthode les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous retrouvez les visuels que Sandrine vous a présentés. Je ne vais pas revenir sur le détail, hein, mais effectivement, là, au niveau de la méthode, on va travailler à l'échelle de l'atelier porcin. Donc, on va calculer les réductions d'émissions. Enfin, en tout cas, on va calculer les émissions, mais on prendra en compte les réductions d'émissions. On va calculer les émissions au portail de la ferme. Donc, on est en kilos équivalent CO2 par kilo de porc produit. Dans le cadre de la méthode, on prend bien en compte les émissions directes, donc qui vont concerner l'élevage de porc lui-même, mais aussi et puis on prend en compte toutes les émissions amont, indirectes, donc qui sont liées à la fabrication des aliments et puis tous les intrants. Et l'ensemble de ces émissions, c'est ce que l'on appelle l'empreinte carbone de l'élevage. Et donc, bien avoir aussi en tête les différents gaz qui sont concernés et ne pas oublier le NH3, qui n'est pas un gaz à effet de serre en tant que tel, mais comme l'a dit Sandrine, qui contribue indirectement aux émissions de N2O. Donc là, on a vu le périmètre, on a vu quels étaient les gaz concernés. Maintenant, on va s'intéresser aux leviers qui sont mis en œuvre, qui sont intégrés dans la méthode. Là, vous avez un petit schéma. Donc, on retrouve les 5 années de durée de vie d'un projet. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, en début de projet, l'éleveur fasse un diagnostic. Donc là, en l'occurrence, probablement que l'outil de calcul adossé à la méthode sera l'outil de JIP. Donc, on va avoir en fait, on va quantifier en début de projet l'indicateur GES, donc les kilos de porc émis les kilos d'équivalent CO2 émis par kilo de porc produit. Pour information, vous avez peut-être déjà entendu parler et déjà fait des bons diagnostics carbone. Donc, ce sont des démarches lancées par le plan de relance et qui s'adressent à des éleveurs récemment installés. Ce bon diagnostic carbone pourra en fait remplacer ce diagnostic initial dans la mesure où il sera réalisé dans un délai de moins d'1 an. Et vous pourrez utiliser le plan d'action effectivement pour construire ensuite votre projet label bas carbone. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin de ces 5 ans, on refasse un diagnostic final donc, qui permettra par différence de quantifier la réduction d'émissions de GES opérées. Dans les thématiques, on a 5 grands domaines pour les leviers. Un des domaines, c'est l'alimentation. On va avoir différentes manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le premier point, par exemple, ça va être l'utilisation, la fabrication de matières premières avec moins d'impact environnemental. Là, l'objectif, c'est évidemment de réduire l'impact environnemental de l'aliment en intégrant des matières moins impactantes. Alors pour ce faire, on va pouvoir valoriser les coproduits, choisir des matières premières plus locales, donc réduire l'impact kilométrique, et puis aussi choisir des matières premières moins impactantes dans leur mode de production. On pensera à ça, par exemple, au tourteau de soja brésilien associé ou non à la déforestation. On pourra aussi adapter l'alimentation. Là, l'objectif, ce sera de réduire les quantités d'azote excrétées. Et comme c'est à partir de ça qu'on va émettre des gaz azotés, eh bien, si on réduit l'azote excrété, on réduira par voie de conséquence les quantités de gaz azotés émis. Pour cela, on va pouvoir passer d'une alimentation biphase à une alimentation multiphase, passer aussi à une alimentation à basse teneur en protéines de la ration, donc avec une augmentation de l'usage des acides aminés, et puis aussi passer à une alimentation de précision. On pourra aussi jouer sur l'amélioration de la digestibilité des aliments en formulant, par exemple, avec des matières premières plus digestibles, comme des matières premières extrudées.
Le deuxième grand thème, eh bien, c'est la gestion des effluents, où là, on va pouvoir prendre en compte le traitement des effluents par méthanisation. Donc, la méthode, elle intègre aujourd'hui dans sa proposition les différents types. Donc, la valorisation du biogaz, soit par cogénération, soit par injection. Donc là, on est sur de la méthanisation mésophile, ou sur une méthanisation qui peut être gérée plus à l'échelle de la ferme, qu'on appelle la méthanisation psychrophile, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de nénuphar. Là, on est sur des dispositifs de couverture de fosse. Donc là, l'objectif, c'est de réduire les émissions de méthane et de produire une énergie de substitution à de l'énergie fossile. On aura aussi comme levier intégré dans la méthode l'augmentation des fréquences d'évacuation des effluents au bâtiment, mais qui seront impérativement associés aussi à de la méthanisation. Pour l'instant, on l'a mis, mais on est encore en phase de test, la mise en place de la lisiothermie, parce qu'il y a aujourd'hui des tests sur le terrain qui sont mis en place. Voilà, et on attend aussi un peu les résultats pour voir si c'est intéressant ou pas de l'intégrer en tant que levier. On aura aussi, comme on le disait tout à l'heure, hein, l'ammoniac qui est contribuant indirectement aux émissions de N2O. Tout levier qui va réduire les émissions de NH3 peut être intéressant. Et notamment, on intègre la technique du lisier flottant ou l'acidification des lisiers. On pourra aussi, toujours pour réduire les émissions de NH3, travailler sur la gestion de l'air du bâtiment avec des dispositifs de lavage d'air ou de brumisation. On aura aussi la partie concernant la gestion des animaux, donc tout ce qui va être lié à l'amélioration de l'indice de consommation. Si on consomme moins d'aliments, on va réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre associées par kilo de porc produit. On pourra aussi améliorer le potentiel de production par truie. Là aussi, hein, on aura plus de kilos de porc produits pour le même nombre de truies. Et puis aussi, de la même façon, limiter les pertes entre la naissance et le sevrage, où là, on aura donc une réduction relative des émissions de gaz à effet de serre par kilo de porc produit. Et enfin, le dernier point, c'est aussi toutes les démarches, les leviers associés à la consommation d'énergie, donc mettre en place des dispositifs économes en énergie et qui vont valoriser la chaleur et la production d'énergie renouvelable. Dans le cadre de la méthode, pour cette énergie qui va être produite à l'échelle de l'exploitation, la seule partie valorisée, ce sera celle qui sera utilisée sur l'exploitation, parce qu'en fait, elle viendra en déduction des consommations d'énergie. On ne valorise pas dans le cadre de la méthode les énergies qui sont, par exemple, si on prend la méthanisation, on ne va pas valoriser le biogaz qui est envoyé sur le réseau. On ne travaille vraiment qu'à l'échelle de l'atelier porcin. Dans les hypothèses que l'on a formulées aujourd'hui et qu'on est en train d'affiner, on peut estimer par levier, pour les leviers les plus marquants, des réductions d'émissions de l'ordre de 10% des émissions totales, ce qui traduit, compte tenu du prix de vente aujourd'hui du crédit carbone, d'une rémunération de l'ordre de 20 000 € par an. Je vous rappelle que le crédit carbone aujourd'hui est vendu 30 € la tonne pour l'éleveur. La situation actuelle, en quelques points. Donc, le label bas carbone, il monte en puissance là, depuis 1 ou 2 ans. Sur le secteur agricole, on a 6 méthodes qui ont été validées. La première, c'est Carbone Agri, qui est déjà mise en place sur le terrain depuis 2 ans et qui est en voie d'actualisation. Il rajoute certains domaines là, et devrait sortir en courant 2022. On a aussi la méthode la méthode plantation de verger, la méthode grande culture qui est sortie à l'été dernier. La méthode Sobac Eco qui intervient sur la diminution des intrants, des engrais de synthèse et organiques, et puis la méthode Ecométhane qui vise à améliorer l'alimentation des bovins pour réduire les émissions de méthane entérique. Donc, on a aujourd'hui la méthode label bas carbone qui est en cours en période de validation et d'instruction. Il y a aussi l'Itavi qui est en train de mettre en place une méthode pour la partie volaille et qui sera adossée, qui sera intégrée directement à CAP2ER, qui est l'outil de calcul pour la méthode Carbone Agri. Sachez aussi que pour toutes les filières d'élevage, il y a en ce moment aujourd'hui un travail qui est engagé pour la construction d'un outil multifilière, donc entre les différents instituts techniques agricoles, et l'idée étant que tous ces outils soient intégrés dans l'outil unique CAP2ER. Donc nous, au niveau de l'IFIP, une fois qu'on aura déposé la méthode, bien sûr, on assurera aussi la mise à jour et le maintien opérationnel de l'outil de calcul JIP. Au niveau national, aujourd'hui, il existe pour la filière bovine une association qui s'appelle France Carbone Agri Association, qui maintenant peut s'adresser aussi
pas uniquement la filière bovine, hein, qui est structurée pour un peu servir de porteur de projet, d'intermédiaire de vente. Ce sont eux qui vont faire le lien entre le ministère et les éleveurs et rechercher les financeurs. Mais aujourd'hui, avec le nouvel arrêté qui est sorti en février 2022, qui laisse aussi la possibilité de construire, qui voit l'arrivée de nouveaux intermédiaires de vente, eh bien aujourd'hui, on a de nombreuses structures, de nombreuses startups qui se sont développées aussi sur le terrain, qui vont donc rechercher des financeurs et permettre le paiement des crédits carbone. Je vous remercie pour cette présentation.